Pour commencer, deux annonces très brèves. Un, il est question de virus, mais pas du Covid. Donc si c'est le Covid qui vous intéressait, cliquez en haut à droite. Deuxièmement, j'ai essayé de résoudre le problème du sifflement du micro. J'ai utilisé une autre caméra et j'ai eu une autre tuile qui est un problème de luminosité de certaines séquences que je n'ai pas pu refaire. Donc, pour ceux qui veulent des vidéos nickel léchées, hop, clique en haut à droite. Pour les autres, avec les moyens du bord, avec ma médiocrité technique habituelle, on va se pencher sur la question des maladies liées à des virus chez certains végétaux. Chers amis du potager du paresseux, 12 avril, lundi, donc, temps de traîne. Donc de temps en temps, un petit coup de soleil qui réchauffe l'atmosphère et le reste du temps, un vent relativement désagréable. Il fait 8 degrés à l'extérieur. Il fait juste bon dans la serre, au moment là où il n'y a pas de soleil. Donc c'est l'occasion un peu de se réfugier dans cette serre pour aborder une question que je trouve gravement négligée à propos de problèmes qui peuvent apparaître sur certains de nos légumes et surprendre. Il s'agit de l'action d'un certain nombre de virus. Alors les virus tiennent le haut des médias depuis un peu plus d'un an. Il faut savoir que ces virus sont également, peuvent également être des problèmes dans un potager. Problème souvent ignoré. Il se trouve que j'ai identifié là, il y a quelques jours, une attaque alors à la fois surprenante, parce que ce n'est pas la saison en raison d'un facteur sur lequel je reviendrai plus tard quand je parlerai de la façon de lutter contre ces virus. Et donc surprenamment tôt, et de façon relativement conséquente sur mes épinards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous regardez bien, et je vous filmerai ça en gros plan, j'ai là plein d'épinards qui sont recroquevillés, comme celui-là, repliés sur eux-mêmes, et avec des feuilles en partie jaunâtres, avec parfois des taches jaunâtres. Alors, quand on voit ce genre de feuilles recroquevillées sur elles-mêmes, on a tendance à penser à l'attaque d'un certain nombre de pucerons ou d'autres insectes, mais souvent les pucerons, qui se réfugient à l'intérieur des feuilles et dont les piqûres provoquent ce type de déformation. Donc première chose, j'ai pensé qu'il y avait là une attaque précoce de pucerons, ce qui pourtant m'étonnait légèrement. Deuxième soupçon, et je vais tout de suite en arracher un deuxième. Ah ben là, la racine a cassé. Deuxième soupçon, qui est un problème que j'ai, sur lequel je ferai plus tard, quand j'aurai assez de matériel, c'est-à-dire assez d'attaques, les fourmis. Les fourmis sont, dans ce type de système, avec non-travail du sol, quelque chose qui a tendance à s'installer durablement. Donc il y a des mini-fourmilières sous terre. La couverture qui stabilise les conditions d'humidité et de température leur sont tout à fait favorables
Et donc, j'ai régulièrement des plantes qui s'avagissent, qui sont flagadas, qui n'ont pas une belle allure. Et dès qu'on creuse un tout petit peu, on arrache et l'on voit au niveau des racines des pucerons des racines. Il faut savoir que un parasite bien connu, extrêmement célèbre, mondialement célèbre, le phylloxéra, n'est autre chose qu'un puceron des racines, introduit des États-Unis sur nos vignes qui étaient particulièrement sensibles. Voilà donc la preuve que ces pucerons peuvent conduire à l'éradication ou la quasi-éradication d'une culture qui leur est sensible. Et donc j'ai des problèmes liés aux pucerons des racines, eux-mêmes liés aux fourmis qui sont des éleveurs de pucerons. Que ce soit les colonnes de fourmis que vous voyez le long d'un arbre ou d'un arbuste, ou que ce soit ces fourmis, ou en tout cas certaines des fourmis souterraines, elles élèvent ces pucerons dont elles traient en quelque sorte le miella. Et donc elles font exactement ce que fait l'homme avec les vaches à lait. Leurs vaches à lait à elles, ce sont des pucerons à traire. Et donc pucerons, déformation, fourmis sont une des problématiques qu'il faut avoir à l'œil quand on fonctionne dans ce type de système. En particulier quand c'est sec, quand c'est chaud, hein, les fourmis ne supportant pas trop les inondations. Alors comme je suis en pente, il est évident que chez moi, jamais une fourmilière ne sera inondée. Et c'est un problème qui se développe particulièrement dans les serres. Alors, évidemment, j'ai suspecté les fourmis. Et puis, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai regardé un tout petit peu mieux. Enfin, bon, donc j'ai arraché, j'ai creusé. Et j'ai gardé là-bas devant des plantules de ce type-là, feuilles froncées complètement repliées, mais aussi avec des formes tout à fait typiques de mosaïques que n'ont pas vraiment ces exemplaires-là. Et donc on va se reporter sur ceux-là. Alors voilà donc ici devant ces deux exemplaires et surtout celui-là que j'ai mis de côté en laissant les racines trempées dans cette flaque d'eau. Et là vous avez un schéma tout à fait classique de traces sur les feuilles de virose, de virose végétale. Et là plus particulièrement de virose qu'on appelle les mosaïques. Pour cette raison que ça fait ces sortes de mosaïques, là où le virus a bien attaqué, la chlorophylle ne se fait plus trop, les cellules sont en train de mourir et donc on a ces zones jaunâtres avec à côté des zones qui ne sont pas encore attaquées, qui elles sont verdâtres. Et toujours ces feuilles complètement repliées, complètement chétives, on peut dire. Hein. Donc toute cette rangée là dans laquelle il y a ces épinards est assez sévèrement attaquée. Je vais donc faire un nettoyage et enlever tous ces petits pieds d'épinards qui ont donc leurs feuilles recroquevillées, voire les feuilles jaunes. Donc là, un nettoyage rigoureux s'impose. Je vais récolter ce qui est consommable et
faire très rapidement un vide sanitaire. Je vais revenir plus confortablement dans mon bureau sur ces questions de virose sous une forme un peu plus générale. J'essaye là un nouveau caméscope, enfin un caméscope que j'ai depuis très longtemps, qui était rangé, et compte tenu des problèmes de sifflement que j'ai eu, je vais voir si avec cet appareil cela se produit ou cela ne se produit pas. Mais du coup j'ai l'impression, comme je ne maîtrise pas bien, je ne suis pas certain que je ne parle pas dans le vide. Alors pour ne pas l'oublier plus tard, tout de suite une question qui vient très souvent, tellement les virus sont source d'anxiété et d'inquiétude en ce moment, à juste titre. Les virus végétaux sont sans aucune exception spécialisés dans les végétaux et par conséquent, si vous ne reconnaissez pas ces viroses, cela n'a aucune conséquence sur votre santé. Et d'ailleurs, si vous réutilisez des plants de pommes de terre, hein, donc vos propres pommes de terre comme semences, je parie avec 99 chances sur 100 de gagner que ces plants sont virosés parce que ça va très vite, 2 ou 3 années, et ils sont atteints d'un certain nombre de viroses. Beaucoup de cucurbitacées sont atteints de viroses, et donc vous mangez des virus végétaux presque tout le temps. Petit clin d'œil, beaucoup de ces virus végétaux, sont des virus soit à ADN, soit à ARN. Donc vous avalez des quantités faramineuses d'ARN messager de virus végétaux tout le temps. Et vous avez vu qu'il n'y a pas encore eu de laitue ou de patate ou de quoi que ce soit qui est germé dans votre cerveau. Voilà. Donc, nettoyage, ramasser, dégager ce qui est sans intérêt gastronomique, hein, ce genre de rabougrissement, mais sans danger, et consommation d'un certain nombre de pieds d'épinards qui sont suffisamment développés, certains étant entre les deux. Je vais vous filmer là-bas un pied qui est mangeable, mais dont on voit les feuilles centrales qui sont gaufrées, recroquevillées, signe sans aucune hésitation de virose. D'autres paraissent entièrement sains. Donc il y a un peu de tout dans ma collection ici d'épinards. Bon, mais quelle galère pour faire ces vidéos. Là, avec ce caméscope, la maîtrise du son, en tout cas le sifflement, semble avoir disparu. Par contre, je ne sais pas ce qui m'a fait là sur les dernières séquences. Les images sont trop sombres. J'avais désactivé une fonction de réglage automatique sans le vouloir. Donc, je suis une nouvelle fois dépité. Mais mieux vaut être dépité que député. Bon, j'avais dit que j'allais compléter un peu cette vidéo avec quelques considérations générales sur les virus végétaux et l'importance des virus végétaux, parce qu'il me semble qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je vais revenir plus tard, si je n'oublie pas, sur cet aspect, le fait de jardiner de manière dite entre guillemets naturelle ou dans le respect du vivant n'écarte en rien
le risque de ramasser, colporter, être victime de ces maladies à virus végétaux. Donc on va appeler viroses, qui s'appellent plutôt des viroses végétales. C'est très très important hein, comme affaire et éludé au profit, vous le savez, vous connaissez mon opinion là-dessus, la lune, le ceci, la main verte, les associations, des choses qui soit n'existent pas, soit ont des influences mineures. Les virus végétaux, c'est environ un millier d'espèces connues. Là, j'ai fait quelques recherches et pour une fois, pour ne pas tourner en rond, je me suis fait quelques petits papiers parce que ma mémoire, mon Dieu, ma mémoire, mais bon, ça fait partie de l'âge. Il n'y a pas que la dentition, la vue, etc., la souplesse, les articulations qui souffrent. À un moment donné, la mémoire aussi s'y met. Et à un moment donné, peut-être que j'arrêterai de faire des vidéos parce que je fais trop de lapsus ou j'oublie trop vite ce que je voulais dire. Alors, beaucoup de maladies à virus, donc de viroses végétales, avec des symptômes assez variables, mais souvent assez typiques quand même. Une des formes les plus connues, ce sont les mosaïques. Mosaïque du concombre, mosaïque du tabac, etc. Il faut savoir que quand on donne un nom à un virus, ça ne veut pas dire qu'il n'affecte que cette espèce-là. Ça veut dire que c'est sur cette espèce-là qu'on l'a découvert. Donc par exemple la mosaïque du tabac, vous le trouvez sur d'autres solanés. La mosaïque du concombre est vraisemblablement ce que j'ai filmé là sur mes épinards. Donc ils sont beaucoup plus larges que le nom qu'ils portent. Et alors dans mon livre, dans le deuxième livre, il y a une page sur une attaque de mosaïque que j'ai eue sur mes cucurbitacées. Je vais essayer de retrouver dans mes fichiers numériques, dans mes disques durs, l'original de ces images et de vous les incruster. J'ai donc eu une attaque spectaculaire de mosaïques sur des courgettes, probablement introduit dans le potager par des plants de courgettes qu'on m'avait offerts, puisque c'est là que j'ai vu démarrer cette mosaïque avant de la voir s'étendre à mes autres pieds de courgettes. Une deuxième forme, alors on a vu un tout petit peu, même si là sur les épinards, c'est pas vraiment une mosaïque, c'est plutôt un jaunissement. Donc beaucoup de viroses végétales se traduisent par des jaunissements et des jaunissements plutôt sur les feuilles âgées. Les feuilles jeunes sont vertes, mais les feuilles plus âgées jaunissent. Quelque chose que vous connaissez, les virus ont plus de facilité avec les cellules âgées. On l'a vu encore sur l'épidémie ou la pandémie en cours qui flingue plus facilement les vieux. Donc c'est tout à fait général. Hein. Les cellules vieilles sont moins performantes et par conséquent plus exposées aux attaques des virus. Donc là, on a vu sur les épinards, c'est plutôt des jaunisses que la mosaïque. Mais si je retrouve les images, sur les images des courgettes, là on voit très très typiquement les mosaïques. Dans certains cas, ce sont des déformations. Donc là aussi, on l'a vu sur les épinards, ces feuilles recroquevillées. Alors ça peut prendre des tournures plus ou moins importantes. Regardez si vous avez les deux dans votre potager. Regardez
de côté une feuille de pomme de terre issue d'un plant acheté cette année, et vous verrez une feuille relativement plate, et regardez si vous en avez des feuilles de pommes de terre que vous avez multipliées vous-même depuis 2 ou 3 ans, et vous verrez des feuilles qui sont un peu gaufrées. Elles ont du relief, elles sont moins grandes, moins larges et un peu plus recroquevillées sur elles-mêmes. Ça passe généralement inaperçu pour une raison très simple, on pense que c'est normal. On pense que c'est normal et la plante n'en meurt pas, mais elle est simplement, comme nous en général on ne meurt pas d'une banale grippe quand il s'agit d'une souche qui n'est pas trop virulente, mais nos performances pendant au moins la semaine où on a la grippe sont quand même considérablement diminuées. Et donc, ultime signe qu'on peut avoir, ce qu'on appelle des nécroses, c'est-à-dire des parties de plantes qui peuvent être des feuilles, qui peuvent être des fleurs, qui peuvent être des petits fruits, qui meurent, noircissent, tombent. Donc certaines formes de virose sur la pomme de terre est assez typiquement ça. Vous voyez une tige qui se développe et puis tout à coup elle ne grandit pas vraiment et vous avez des feuilles qui se dessèchent et qui tombent. Nécrose sans doute liée à un des nombreux virus qu'héberge la pomme de terre. Et donc dans certains cas, relativement rares, ça peut aller jusqu'au dépérissement complet et la mort du végétal. Dans tous les cas, donc, ces viroses, enfin non, pas dans tous les cas, mais très souvent, ces viroses vont avoir pour conséquence donc une diminution plus ou moins importante de la production, des rendements. Hein. Ça peut être divisé par 2 très facilement, divisé par 3. Des fois, c'est seulement un tiers ou une moitié en moins. Mais donc diminution de la production et sur les photos de mes courgettes, vous verrez qu'elles sont cabossées comme ça, déformées. Donc très souvent aussi, on a des phénomènes de déformation de la partie qu'on récolte, ce qui dévalorise cette production. Je l'ai dit dans la serre, hein, il n'y a jamais aucun risque de choper une virose issue de végétaux. Donc tous ces végétaux-là, mis à part le fait que ce n'est pas très appétissant, voire que gustativement, cette plante dont les cellules sont en grande souffrance ne va bien évidemment pas produire des arômes extrêmement exquis et une matière végétale consommable particulièrement tendre et délicieuse. Doutez bien que cette feuille recroquevillée, ce n'est pas la feuille la plus tendre que vous trouverez. Et donc tout ça, ça fait des dégâts qui souvent passent sous le radar. Très exactement, vous connaissez l'expression des jardiniers, j'ai pas la main verte, j'ai pas eu une belle récolte de ceci. Cela n'a pas produit sans aller jusqu'aux causes. Alors pour bien comprendre ce qui se passe et pour bien comprendre la suite, il faut savoir que les virus sont à la limite des êtres vivants. Un virus, à proprement parler, si on prend la définition la plus large de la vie, les virus ne sont pas vivants. Les virus, c'est quoi? C'est d'une simplicité enfantine et ça devrait interroger comment un truc aussi simple peut foutre un tel boxon. C'est une boîte avec
éventuellement à la périphérie différents capteurs, différents adhésifs. Donc je vais dire que c'est une petite boule, alors en général c'est des lipides et des protéines mélangées, ce qui explique que un savon est redoutablement efficace sur un virus, puisque tout simplement il détruit cette boîte lipidique avec ces sparadraps. Donc, vous avez en tête actuellement extrêmement célèbre ces spicules, ces spikes, ces ventouses du Covid, qui sont les organes par lesquels il va se fixer sur une cellule humaine. Donc, vous imaginez que c'est une boîte avec des sparadraps qui peuvent se coller sur une cellule humaine, et dedans, quelque chose qui est d'une simplicité enfantine, c'est tout simplement un petit bout de papier avec la recette du virus. Et le virus va rentrer dans une cellule et, affaire cessante, va remplacer sa recette à lui, va substituer sa recette à lui à toutes les recettes qu'il y avait dans cette cellule. Donc si c'est une cellule de mon corps, elle savait faire de l'hémoglobine, des muscles, de transmettre des signaux, respirer, fabriquer tous les enzymes, tout ce qui circule dans mes cellules. Alors, je vais quand même faire une petite coupure et insérer ces chiffres qui sont absolument hallucinants pour essayer de rendre compréhensible cette histoire de code génétique. Donc on connaît le code génétique humain, ce qu'on appelle le génome, et vous savez que c'est une double hélice d'ADN, je pense que la majorité des gens savent ça, avec des paires de ce qu'on appelle des nucléotides, peu importe, c'est souvent représenté par des lettres, C, G, T, U, combinés différemment. Donc notre code est écrit avec un alphabet chimique correspondant à ces molécules dites nucléotides et sur une enfilée, attachés les uns aux autres sur ce brin, cette double hélice d'ADN. Alors le génome humain, c'est 6 milliards de ces nucléotides. Donc si on prend simplement les lettres et on fait l'analogie avec un livre, je viens de calculer que le génome humain, c'est 12 000 fois ce qu'il y a dans mon premier livre, qui a à peu près 500 000 signes, ce qu'on appelle des signes, donc lettres, tirets, point d'exclamation, espace, etc. Il y en a à peu près 500 000 là-dedans, c'est un bouquin assez copieux. Et donc, vous imaginez le génome humain dans chacune de nos cellules, chacune de nos cellules, c'est 12 000 de ce livre. Alors, on va prendre le virus le plus célèbre actuellement, celui du Covid, qui a été donc lui aussi séquencé, puis maintenant on connaît les variants, etc. C'est environ, ma mémoire déconne, j'ai dit, alors je l'ai inscrit ici, 30 000 paires de ces nucléotides. Et donc, en gros, c'est 20 pages dans mon livre. Donc, vous avez d'un côté une machinerie très complexe, chacune de nos cellules qui sait faire à peu près tout ce que ça faire, pas à peu près, qui sait tout faire ce que c'est faire une cellule humaine, et qui se fait squatter par 20 pages de mon livre mis dans une petite boîte, et sur ces pages, il n'y a écrit qu'une seule chose: répliquez-moi à très grand nombre. Ça, c'est l'introduction. Ensuite, il faut vous fabriquer des spicules, il faut me fabriquer la boîte, il faut refaire mon ADN ou mon ARN en fonction du type de virus dont il s'agit, et c'est tout. Et la cellule humaine, avec ses 12 000 livres, se fait avoir et réplique ce petit connard de Covid à en mourir.
Voilà donc comment fonctionne un virus, et voilà pourquoi un virus n'est pas à proprement parler un être vivant, parce que sans un être vivant, il ne peut non seulement pas se reproduire, mais il ne peut même pas survivre longtemps. Un virus donc posé sur une surface inerte, cette petite boîte est extrêmement fragile. Les UV, j'ai parlé du savon, le vent qui la dessèche, etc. Donc un virus a une durée de vie extrêmement courte dès lors qu'il est sorti des cellules. Et sa seule chance, c'est de rencontrer une autre cellule vivante. Donc, un végétaux à l'autre, il se fait trimballer, on va le voir, par des pucerons, ou nous, dans nos rapports sociaux, nous envoyons des virus dans l'air que d'autres inhalent quand il s'agit du Covid ou de la grippe, par les contacts plutôt quand il s'agit des gastro. On touche une poignée de quelqu'un qui vient juste de se torcher et qui laisse là des traces de virus. C'est aussi simple que ça et aussi ravageur que ça. Comme quoi la simplicité, des fois, c'est quand même l'extrême du génie. Commandé par ce qui est écrit dans l'ADN, transformé en ARN messager, qui va dans des organismes, des petits ateliers qui, dans ma cellule, savent fabriquer les protéines, les enzymes, etc. Et bien le virus, il vient, il dit, dégagez, faites-moi ça. Et cette conne de cellule, elle reproduit à l'infini le virus jusqu'à en crever. Donc elle va exploser, elle ne fait plus son boulot, donc on a du mal à respirer parce que les cellules du poumon sont toutes occupées à fabriquer du Covid. Les cellules de mes épinards ne font plus des belles feuilles d'épinards parce qu'elles sont toutes occupées à fabriquer le virus de la mosaïque du concombre. Je pense que c'est celui-là que j'ai. Et du coup, on comprend bien que ce virus, n'ayant aucun petit atelier permettant de fabriquer quelque chose, est un parasite obligatoire et est un parasite obligatoire de cellules vivantes. Il a donc très peu de temps de survie en dehors d'une cellule vivante. Et ça, pour le potager, c'est évidemment extrêmement important. Donc vous n'avez pas de virus dans le foin. Vous n'avez pas de virus dans les débris organiques de votre sol qui sont morts depuis 8 ou 15 jours, tout simplement parce qu'il n'y a pas de cellules qui fonctionnent et que le virus de lui-même, cette petite boîte, elle n'est pas stable. C'est notre seule chance dans l'épidémie du Covid. Si la transmission, si un virus, là, je postillonne, un virus tombe sur mon écran, dans un temps que je ne sais pas spécifiquement pour ce plastique-là, mais on va dire dans 1 ou 2 jours, la petite boîte aura éclaté et le virus n'existera plus. Et je pourrai, mes enfants, ma femme pourra lécher cet écran, elle ne se contaminera pas parce que le virus en tant que tel, en dehors de mon organisme, n'existe pas longtemps. C'est l'effet aérosol, d'où l'incidence des regroupements, etc. Je reviens sur les virus végétales, parce que je ne voudrais surtout pas entamer un débat sur le Covid. Les virus végétales, qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristique? La première, c'est qu'elles donnent ce qu'on appelle des maladies généralisées. Autant le mildiou, quand il attaque une feuille, vous avez un petit point qui grille et qui meurt, et puis la plante peut essayer de circonscrire cette attaque, de laisser mourir cette partie de feuille et de s'en sortir. Autant le virus, il va globalement, on va dire, occuper l'ensemble de la plante, à 2 exceptions près, sur lesquelles je reviendrai. Extrêmement important, et une différence considérable entre les viroses animales et les viroses végétales. Les viroses végétales sont incurables.
Les végétaux ne guérissent pas des viroses qui les ont atteintes une fois. Pour une raison simple, les végétaux n'ont pas de système immunitaire au sens de système avec des anticorps qui permettent aux végétaux de neutraliser et d'exterminer les virus. Alors je sais que traînent, parce que beaucoup de gens aiment jongler avec les mots, raisonner par analogie, mais le raisonnement par analogie ont leurs limites. Il n'y a pas d'immunité au sens de lymphocytes, antigènes, anticorps, vaccination chez les végétaux. Et quand on parle de vaccination d'un végétaux, c'est au sens rigoureux, strict de ce qu'on entend par vaccination, c'est-à-dire stimulation d'un système immunitaire, c'est un mensonge. Ne croyez pas si on vous parle de vaccination des végétaux. Il y a des mécanismes qui permettent de stimuler des systèmes de défense des végétaux qui existent, qui ont des propriétés comparables à une vaccination et que donc, en élargissant le concept de vaccination, on peut dire que c'est une vaccination, mais il faut comprendre que ce n'est pas le système antigène-anticorps et la conséquence est que les végétaux ne guérissent pas des viroses. On l'a vu, ils survivent peu de temps à l'extérieur du végétaux et par conséquent, c'est sur la dissémination des virus que se joue le contrôle et le fait de ne pas subir des pertes trop importantes. Alors, dissémination, comment est-ce qu'elle se passe? En gros, là encore, schématiquement, deux voies. L'une, on va dire qu'elle est verticale, c'est la transmission des virus qui se sont installés, donc vous l'avez compris, à vie dans un végétaux, à la descendance. Et ça, j'ai dit tout à l'heure que souvent les graines sont indemnes de virose, bien que certains virus, il y a des exceptions tout à fait notables, donc certains virus peuvent se transmettre par des graines, mais dans le cas général, on peut considérer que, par exemple, vous avez un melon qui est malade de la mosaïque du melon, les graines de ce melon sont saines. Il existe par contre une mosaïque de la tomate qui se transmet dans les graines de tomate. Donc attention avec les graines de tomate à cette transmission verticale par les graines. Disons que ce n'est pas le problème. Ça existe, mais ce n'est pas le problème. Cette transmission verticale, je l'ai évoquée à l'instant à propos des pommes de terre. Je l'ai évoqué dans une vidéo antérieure à propos de l'ail. Je vous avais parlé de l'ail que j'utilisais, ail certifié. J'en ai parlé, donc là il s'agit de bulbes. Et j'en ai parlé aussi à propos du greffage des arbres, etc. Là, on va colporter, si on prend un greffon sur un arbre malade, et beaucoup le sont, on va colporter le virus qui est déjà dans le greffon et qui va bien entendu se développer dans l'arbre que va former ce greffon après le greffage. Donc, le royaume, on pourrait dire, des virus, c'est la multiplication végétative, et c'est donc en lien direct avec ce que j'ai dit un peu à l'instant, c'est que les plantes ne guérissent pas de ces virus. Donc, vous avez un pied de patate,
vous avez acheté des plants qui étaient indemnes parce que certifiés, la fameuse petite étiquette bleue que je vous ai montrée dans la vidéo sur l'ail. Vous cultivez cette pomme de terre, vous avez de la chance, elle ne chope pas de virose, pas tant mieux. Vous pourrez utiliser les plants et vous aurez l'année d'après encore des plants indemnes. Si par malheur, et c'est malheureusement relativement probable, votre plant de pomme de terre chope une des 4 ou 5 viroses que peut choper la pomme de terre, et si c'est une variété sensible, ou en tout cas pas très résistante, parce qu'il y a des résistances génétiques, l'année d'après, tous les plants issus de ce premier plant vont être contaminés et vont être contaminés dès, je dirais, le petit stade. Et donc, si votre plant de pomme de terre s'était bien développé et a chopé la virose en fin de vie, vous aurez eu une très belle production parce qu'en fait, bon ben voilà, à 85 ans, il a été dégommé par le virus. C'est pas un drame parce que de toute façon, il allait dessécher naturellement. Par contre, les petits tubercules que vous avez pris et que vous cultivez cette année, dès leur naissance, vont être contaminés et donc vous aurez des plants qui seront beaucoup moins fringants, sur lesquels peuvent apparaître l'un ou l'autre des symptômes que j'ai évoqués, feuilles gaufrées, jaunissement, etc. Donc ça, c'est très important sur tout ce qui se multiplie par voie végétative. Et la solution, la seule solution, c'est de revenir à des plants indemnes de virus, donc certifiés avec la fameuse petite étiquette bleue du SOC, SOC, du service officiel de contrôle. Alors vous allez me dire comment ils font pour avoir des plants indemnes. Et là, j'avais dit que j'allais revenir sur une deuxième partie d'organes qui sont indemnes de virose, en dehors des graines dans la majorité des cas. Alors les pommes de terre, on ne peut pas les multiplier par graines parce qu'on va repartir, on va tout remélanger parce que ce ne sont pas des variétés stables. Il existe dans les végétaux une zone qu'on appelle les méristèmes. Les méristèmes, c'est quoi? C'est là où se forment les toutes nouvelles cellules. Donc c'est près des bourgeons terminaux et c'est toutes nouvelles cellules qui se forment, qui n'ont pas encore pris, on va dire, de chemin. Elles ne sont pas encore des cellules de feuilles ou de fruits ou de fleurs ou de ceci. Elles sont, comme on le dit en jargon scientifique, indifférenciées, ou ce qu'on appelle parfois des cellules souches. Donc, ces cellules-là sont indemnes de virose. Et donc, en laboratoire, on peut prendre une pomme de terre qui est malade, identifier, découper sous microscope le méristème, le cultiver pour en refaire une plante entière qui, elle, sera indemne de virose. Et donc, ensuite, c'est multiplié sous contrôle avec des tests qu'on connaît pour le Covid aujourd'hui, sérologiques, ce qui permet au service officiel de certifier que les plants que vous achetez sont indemnes de ces viroses. Donc ça, si vous suivez, si vous prenez des notes, c'est la multiplication verticale. Le parent transmet la virose à ses descendants si lui-même avait chopé le virus, vu qu'il ne guérit pas. S'il n'y avait que ça, ce serait simple. Malheureusement, et c'est ce qui m'arrive, c'est plus compliqué parce qu'il y a aussi une dissémination horizontale. Alors comment est-ce que ça se passe? Tout simplement par ce qu'on appelle des vecteurs. Alors on connaît bien les vecteurs
pour un certain nombre de maladies humaines, les moustiques notamment, pour la dengue, pour le chikungunya et pour le paludisme. Et ben, le moustique des végétaux, ce sont les piqueurs suceurs des végétaux, essentiellement pucerons, cicadelles, aleraudes, etc. Donc un certain nombre d'insectes piqueurs suceurs vont piquer un de mes épinards qui est malade, et puis bah, il ne sera pas à son goût, et donc il va aller chercher ailleurs, et il va tomber sur un pied de concombre qui lui est délicieux. Pour le savoir, il goûte, et en goûtant, il inocule le virus. Et voilà pas que mon pied de concombre issu d'une semence donc, qui était indemne ne l'est plus. Alors, deuxième, avant de faire une petite remarque, deuxième type de piqueur, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans une... Ah bah si, à propos des tomates, des maladies des tomates. J'ai parlé des nématodes, qui sont des minuscules vers lisses, on les appelle lisses parce qu'ils n'ont pas des anneaux comme les vers de terre qu'on connaît. Minuscules, 1 à 2 mm maximum, parfois plus petits. Donc, on va dire en gros, vous pouvez manipuler la terre, vous ne les voyez pas. Vous voyez les dégâts de ces nématodes qui forment des nécroses sur les racines, parfois des pourrissements des racines et un affaiblissement que j'ai soupçonné sur mes tomates. Et ce sont malheureusement des réservoirs de virus dans le sol. Alors, ils se déplacent moins que les pucerons, donc on aura des plaques de plantes qui vont avoir une virose sur 1 ou 2 mètres à partir d'un pied malade. L'autre sous terre, il vient sucer la racine pour se nourrir, et puis ensuite, il se déplace à la plante à côté, 10 cm, il inocule le virus. Cette plante est malade, hop, un autre vient piquer là, et donc en une saison, on est sur des diamètres de l'ordre de 1-2 mètres, ordre de grandeur, parce qu'il y a bien sûr des tas de nématodes, il y a bien sûr des tas de virus, et il y a bien sûr différentes espèces de plantes qui réagissent différemment. Mais pensez qu'on est dans l'ordre de quelques mètres, alors qu'un puceron ailé peut faire une certaine distance, donc peut venir du jardin de vos voisins, contaminer vos légumes, même si vous avez été nickel, vous avez utilisé des plants certifiés, etc. D'où le fait que je disais tout à l'heure que vos pommes de terre, sans doute, ne resteront pas longtemps saines. À propos de cette transmission, de cette dissémination horizontale, une chose très très importante, c'est que, je vous l'ai dit, le virus ne peut pas vivre en dehors de cellules vivantes, notamment il ne peut pas vivre longtemps sur des déchets organiques, et donc pour passer d'une année sur l'autre, il a un obstacle à surmonter. Et alors, les virus, ils sont quand même malins. Ils sont malins parce que, en fait, ils ont trouvé 2 voies essentielles pour sauter d'une année sur l'autre. L'une, là encore, je fais référence aux pommes de terre, comme moi, vous avez sans doute beaucoup de plaisir à voir que quand vous avez récolté des pommes de terre, l'année d'après, il y a toujours par-ci, par-là, 1 ou 2 ou 3 pieds de pommes de terre qui ressortent parce que vous aviez oublié une petite grenaille. Et bien voilà un des réservoirs de virus. Le pied était malade, cette petite grenaille est donc forcément infectée de virus, et le pied qui est en train de pousser et que
beaucoup d'entre nous vont laisser pousser en se disant, ben voilà, finalement la nature elle est géniale, j'ai rien à faire, mes pommes de terre poussent. Oui, sauf qu'à côté, j'ai fait une belle plate-bande avec des tubercules que j'avais achetés dans le commerce avec leur petite étiquette bleue, indemne de virus, garantie indemne de virus. Et ben voilà, il ne manque plus que le puceron qui vienne sucer là. Oh, pas bonne celle-là, et qui va là. Ah, celles-là sont meilleures, et ça y est. Le virus a passé l'hiver, et il est en train de contaminer votre culture. Encore plus malin, les virus. Ils ont trouvé des plantes adventices sur le bord de votre jardin, ou même certaines plantes dans votre jardin, peuvent être des porteurs sains. Tiens, ça rappelle encore un tout petit peu le Covid. Hein, vous embrassez un ami, alors aujourd'hui ça se fait plus, mais au début du Covid, ça se faisait encore. On embrassait un ami comme ça, qui était en pleine forme, qui ne savait pas qu'il était ce qu'on a appelé pour le Covid des porteurs asymptomatiques. Asymptomatique, ça veut dire quoi? Qui n'a pas de symptômes. Et donc, en agronomie, on a plutôt tendance à parler de porteurs sains. Et donc voilà, vous avez dans votre potager soit des plantes cultivées qui peut être assez souvent un porteur sain, céleri, persil, etc. Et en bordure de votre potager, un ensemble tout à fait, disparate d'adventices, donc de mauvaises herbes, qui s'en fichent complètement de ce virus, mais qui l'hébergent. Un puceron passe par là, et vous avez compris la petite histoire. Alors donc c'est ça qui va maintenant me poser un problème, et je pense que depuis donc cette attaque de cette mosaïque du concombre que j'ai eue sur mes courgettes en 2019, depuis, j'ai malheureusement ce virus qui survit sur soit certains de mes légumes, certains de mes céleris, certains de mes persils, etc., soit aux alentours du potager sur certaines adventices. Et donc c'est là que vous voyez que le jardinage naturel vous pose un problème, parce que dans la serre, là, je disais je vais faire le vide sanitaire, mais en fait je me racontais des histoires. Je vais essayer vite fait d'éradiquer ces épinards, mais si ça se trouve, le virus est déjà dans les petits plants de céleri qui étaient à 3 mètres de là, ou dans les repousses de persil que j'ai vus, ou, parce qu'il va aussi sur les laitues, dans des laitues que j'ai mis en place en novembre, celles que dans une vidéo récente j'ai montré que j'étais en train de récolter. Et donc il se peut qu'un puceron m'ait contaminé ces laitues qui n'en ont pas trop souffert parce qu'elles sont devenues belles, mais qui néanmoins ont le virus, et que déjà il est en train de se contaminer. Alors pour l'instant, par chance, je n'ai pas encore observé de pucerons du tout, et donc je vais essayer de nettoyer du mieux que je peux, mais vous voyez que le jardinage naturel n'est en rien un gage de protection contre ces virus, bien au contraire. Ma pagaille, dont je suis par ailleurs parfois si fier, ma pagaille est évidemment un facteur de risque. Quand j'essaye de plus en plus de faire en sorte que des plantes traversent l'hiver pour avoir une production hivernale, je m'expose à me faire smatcher par une virose. Quand je
comment dire, quand dans les échanges non contrôlés de graines, de plants, etc., qu'on trouve évidemment éminemment sympathiques, tous ces échanges. Mais il faut savoir aussi qu'on échange nos virus, d'autres maladies, mais là, aujourd'hui, je parle surtout de virus. Alors, bien sûr, agrobusiness, bien sûr, dépendance de sociétés semencières, qui ne sont pas toutes Monsanto, qui ne sont pas toutes des filiales de Monsanto. Mais bien évidemment, il n'empêche que légalement, elles sont obligées de prendre des mesures, et vous ne le croyez sans doute pas, mais c'est réel. Un producteur semencier, s'il lui arrive ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire si on repère un pied atteint de virose, c'est la parcelle entière qui est détruite. Je parle là de semences, hein. Non pas parce qu'il y a un danger pour l'homme, mais parce que les graines sur lesquelles, les sachets de graines sur lesquels il y a marqué semences, comment ça s'appelle déjà, qualité standard, aux normes de l'Union européenne, veut dire qu'il n'y a pas garantie de virus là-dedans, et qu'on peut, les services de contrôle peuvent faire des sérologies, ils ne trouveront pas ces virus. Là, vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Simplement, je crains fort qu'on ait un petit phénomène peace and love. Hein. C'est peut-être un peu âgé, certains. Pardon, ils sont un peu jeunes. Il faut être un peu âgé pour se souvenir du grand mouvement hippie. Tout le monde couche avec tout le monde. Avant qu'on se rende compte que c'était très beau l'amour. Mais certains se sont aussi chopés certaines maladies par la même occasion. Alors quand même, on va terminer sur une note positive. Il faut savoir que ces viroses sont parfois exploitées par l'homme. L'homme est génial, hein. Même d'une saloperie comme ça, il fait de temps en temps un coup de marketing tout à fait intéressant. Quand vous achetez des plantes dont les feuilles sont panachées, c'est une mosaïque. C'est un virus qu'on a cultivé pour avoir la variété panachée. Les arbres et arbustes tortueux, noisetiers, tortueux, etc., c'est une virose. C'est une virose qu'on peut colporter. Alors j'aurais dû le filmer, je suis vraiment désolé. J'ai en bas un noisetier tortueux. Et alors quand il fait des noisettes, qui vont donner des noisetiers, ils ne sont pas tortueux. Conformément à ce que je viens de dire, les graines ne colportent pas les viroses. De même que sur certaines variétés panachées, j'ai en bas, on m'a offert un liguster, là, un troène, cherchez le mot, ça aussi c'est l'âge, un troène qui a les feuilles panachées, et une des branches a guéri ou n'a pas chopé, à partir du méristème, n'a pas chopé le virus, et donc elle est verte comme les troènes normaux. Donc de temps en temps, oui, le phénomène est exploité par l'homme qui en fait donc des choses rares et recherchées. Pour la lutte, vous l'avez compris, hein, ça se passe avant, et sinon, donc, le contrôle de l'éradication. Donc avant, ce sont les semences, et en particulier quand il s'agit de multiplication végétative, j'insiste, de plants certifiés. Et puis sinon, l'idéal,
ce serait d'éradiquer les pucerons. Alors je vous raconte que pour ne pas avoir trop de pucerons, il faut élever des pucerons. Ben oui, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Le potager du paresseux n'est pas un potager idéal. Ce n'est pas le paradis. Donc oui, je peux gérer les pucerons en ayant des pucerons sur un certain nombre de plantes hautes ou sur un certain nombre de légumes, au risque que si j'ai un foyer, et c'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai introduit une plante qui était malade, cette plante va se répartir et je vais maintenant galérer. J'aurai peut-être de la chance, hein, parce que du fait que ça n'existe pas dans les déchets organiques, si là j'élimine très vite ces épinards et si aucun puceron ne m'en a inoculé sur des plants que j'ai dans cette serre ou sur les laitues qui sont à côté, etc., je peux peut-être arriver à éradiquer la maladie. Et peut-être pas. Hein. Donc ce sera un des aspects négatifs du fait de travailler avec la nature parce que tout simplement, ces virus sont naturels. C'est une des nombreuses branches de la vie sur Terre, même si on a dit que c'est à la limite de la vie. Donc un des nombreux mécanismes liés au vivant qui ont permis une réussite étincelante. Et c'est cette redoutable simplicité qui permet au virus de foutre un boxon pareil, quoi. C'est absolument, absolument admirable si c'était pas aussi chiant. Allez, j'ai été plus long que prévu, malgré les notes. Allez, ciao et à une prochaine. Bon ben, post-scriptum du lendemain, je vais boucler cette vidéo. J'ai nettoyé cette rangée donc, dans laquelle avait été effectué ce semis d'épinards sur à peu près un tiers. Et donc, j'ai trouvé à peu près ça comme pied totalement virosé, hein, donc totalement rabougri, etc. Et puis tout ça bien compact, de pieds parfois sains que j'enlève donc par pure prudence et parfois légèrement, hein, les feuilles centrales légèrement gaufrées, hein, donc qui pourraient éventuellement déjà indiquer une présence de virose. Par exemple, celle-là, je n'ai guère de doute. Donc ça, je vais le manger. Je répète, aucun risque d'aucune sorte, avec aucun virus végétal connu, donc aucune maladie des plantes. Donc n'ayez aucune crainte. Et là, donc, ce sont des pieds à coup sûr malades, mais je me répète, je veux vraiment que ce soit très très clair et je vais en faire la preuve ici. Pour l'instant, évidemment, bien que couper ces épinards, les cellules de ces épinards sont encore vivants, hein. Donc là, ça continue de fonctionner et les virus sont entretenus par la belle mécanique des cellules végétales de ces épinards, mais dès que ces cellules seront mortes, c'est-à-dire dès que ces épinards seront complètement desséchés, très peu de temps après, la mort des virus s'ensuit. Donc aucun risque de contamination, si ce n'est entre aujourd'hui et le moment de la mort de ces cellules, s'il y avait des pucerons. Là, il n'y a aucun puceron, et donc même pas la peine de se fatiguer à composter ça ou quoi que ce soit. Ça va finir là et va se dessécher,
et va nourrir les vers de terre et compagnie qu'il y ait là-dedans, des virus ou pas, n'a aucune espèce d'importance. Contrairement donc à des parasites plus évolués, dès les champignons, dès les bactéries, les organismes, bien que s'agissant des bactéries, ils peuvent être unicellulaires, ont des mécanismes bien plus compliqués qui leur permettent de se mettre en résistance, de laisser passer une période sèche ou une période froide ou une période ceci, cela. C'est pour ça que quand vous décongelez quelque chose, des viandes, etc., il faut être extrêmement attentif parce que l'activité des bactéries reprend très vite. Elles étaient simplement en stand-by, on va dire. Rien à voir avec les virus. Donc de ce point de vue-là, et donc je n'ai aucune crainte. Je peux les balancer ici, je peux les balancer dehors, pourvu que ça se dessèche très vite. Donc ici, là, s'il fait beau demain, demain soir, ce sera sec, et une fois que c'est sec, c'est mort. Hein. Le foin, c'était de l'herbe, là, il est mort, et par conséquent, j'ai beau le remettre dans l'eau, il ne va pas repousser. Donc c'est bien la preuve que ces cellules sont mortes. S'il avait été virosé, aucune importance. Les virus sont désactivés, puisque mort, ça ne veut pas dire grand-chose, vu que je vous ai indiqué qu'ils n'étaient pas véritablement vivants au sens de capables de se débrouiller eux-mêmes pour gérer leur énergie, pour se multiplier, pour se disséminer. Ils ne savent pas faire tout ça, ils sont totalement dépendants des autres cellules. Voilà, donc ça, je vais me faire une petite salade avec ça. Manger quelques virus végétaux sans crainte de devenir un zombie. Allez, ce coup-ci, c'est définitif. Je ficelle tout ça, je mets en boîte et j'envoie. Ciao! Bon allez, il se fait tard, on va terminer cette vidéo. J'ai complètement zappé quand même un point important. J'ai évoqué le fait que les plantes ne guérissaient pas des virus. J'ai évoqué, mais pas vraiment correctement, le fait qu'il existait des porteurs sains, c'est-à-dire des plantes qui ont des virus mais qui ne manifestent pas de symptômes. J'aurais dû développer un tout petit peu. Il existe heureusement donc des différences assez importantes dans la résistance. On parle plus souvent de tolérance pour la raison que je viens d'évoquer. Ces plantes ont généralement les virus, mais ne manifestent pas de symptômes. Et donc par exemple chez la pomme de terre, les organismes officiels donnent un classement ou une note en matière de résistance aux principaux virus. Et c'est la même chose pour tout un ensemble de variétés, qu'elles soient stabilisées, donc des variétés reproductibles, ou des variétés hybrides. Il faut lire dans le détail des catalogues, et il faut dire que les catalogues grand public sont vraiment désespérants parce qu'ils occultent complètement ces aspects-là. On trouve ces informations plus souvent dans des catalogues ou des bases de données professionnelles, mais sachez donc qu'il y a d'énormes différences entre différentes variétés au sein d'une même espèce en termes de résistance à tel ou tel ou tel virus. Et donc, en dehors de l'utilisation de plans de départ qui sont indemnes, en dehors d'une éventuelle lutte contre ces fameux vecteurs, que ce soit donc les pucerons, alors ça peut se faire de façon lutte chimique, mais ça peut aussi se faire de façon lutte mécanique avec des filets. La rotation des cultures donc, est quelque chose qui permet de déjouer les pièges
donc les réservoirs que sont les nématodes dans le sol. Ces nématodes sont parfois spécifiques à telle et telle espèce, et si pendant 6, 7, 8 ans vous ne cultivez pas la même espèce ou la même famille au même endroit, vous avez des chances que les nématodes soient morts de faim, etc. Et qu'avec eux, vous l'avez compris, le virus n'ayant aucune chance de survivre sans qu'il soit dans des cellules vivantes, le virus en question serait mort aussi. Difficile à faire, là, dans mon contexte de celui de la serre, hein, où vous avez vu que des différentes cultures qui peuvent être des hôtes se croisent, etc. Voilà, donc je voulais rajouter encore ce petit détail.